on va maintenant vous permettre de poser quelques questions. Alors, faites des questions dont l'énoncé sera aussi court que possible, parce que sinon, si c'est trop compliqué, on ne les comprendra pas. Et ce qui serait dommage aujourd'hui. Et donc, on va faire ça pendant à peu près 20 minutes pour pas trop déborder sur l'horaire. Et puis, je crois qu'à la fin, on a prévu qu'on pourrait discuter au fond de la salle d'une façon un peu conviviale, avec un pot assez modeste, mais convivial. Alors, il n'y a pas de micro-baladeur, il faudra peut-être se déplacer. Je voudrais justement rebondir sur ce que Elsa vient de dire, qui me plaît beaucoup. C'est effectivement de contrôler toutes ces choses qui nous arrivent. Et je vais être très simple. Actuellement, nous avons sur tous nos systèmes des compteurs qu'on nous impose Linky. Nous avons des compteurs à gaz aussi intelligents, des compteurs d'eau. Moi, sur Linky, on a plein de blocages, on va dire. Je ne vais pas les nommer parce que je pense que tout le monde doit savoir lesquels. Maintenant, sur un compteur à gaz, mon épouse m'a dit, si on va le laisser, parce que le jour que tu vas m'abandonner, je serai emmerdé pour faire le relevé du gaz. Vous voyez la réponse de ma femme. Sauf que... Il va vous faire le champagne, Non, j'ai fait la gueule. Et donc, j'ai plutôt répondu, moi, ce qui me gêne actuellement, c'est que ça va retirer un emploi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros souci. Ça va tout à fait dans votre sens, dans le sens où même les compteurs d'eau, etc., on va finir par ne plus avoir besoin. On va arriver au supermarché, on aura pensé ce qu'on veut comme course, on les aura dans le caddie. Tout ça, ça me panique, moi. Parce que je suis désolé, je suis d'accord sur plein de choses qui vont nous rendre service, comme la médecine, comme des tas de choses en projection, parce que ça va servir à la santé, ça va servir à une certaine politique actuellement. Mais sur des choses aussi simples que ça, il faut retourner à nos métiers. Moi, j'avais un métier métallier à l'origine, et je pense que ça, la machine ne pourra pas faire une rampe en fer forgé au château de Versailles. Je sais pas, ça c'est plutôt un commentaire qui va dans le sens, mais je ne sais pas si ça suppose des réponses. Moi, je ferai une réponse quand même, c'est que ça, dans l'histoire de l'humanité, c'est une constante. C'est juste que ça s'accélère un peu, mais quand on regarde l'arrivée de l'imprimerie, il y a pas longtemps, j'étais à une conférence et on a eu le privilège d'aller, c'était en Pologne, à Poznań, d'aller visiter la réserve de la bibliothèque de l'université avec des livres précieux. Et il y avait quelques tables, et il y avait une Bible de Gutenberg, un des premiers exemplaires originaux numérotés, elle était comme neuve. C'est magnifique, mais en même temps, qu'est-ce qui est arrivé à tous les gens qui vivaient du métier de l'écriture à l'époque où Gutenberg il a inventé son imprimerie? Mais ils se sont tous retrouvés au chômage. Et plus près de nous, mon grand-père, il faisait encore ses récoltes, quand il ramenait, il n'a jamais acheté de tracteur, il avait 2 magnifiques boulonnais qui tiraient... Et puis quand il a pris sa retraite, les chevaux sont partis, mais il n'a jamais acheté de tracteur. Et ça, c'était fin des années 60, milieu des années presque 70. Et à la campagne, maintenant, il n'y a même plus de tracteur. Vous avez un gros truc et puis tout un tas de machines. Voilà. Donc ça, c'est une constante. Donc je pense que, oui, c'est inquiétant. Il y a une certaine nostalgie, mais on l'a toujours... Enfin, on ne l'a pas vécu peut-être sur plusieurs générations, mais ça fait partie, et si on regarde une génération en arrière ou deux, ça a toujours été un cycle avec des métiers qui disparaissent et des nouveaux métiers qui arrivent. Donc moi je serais plutôt, je dirais pas positif, mais je dirais, en fait, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Ouais, juste une minute. Je pense qu'effectivement, c'est difficile d'aller contre certaines évolutions. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a quand même notre mot à dire sur la manière dont ces évolutions vont être encadrées et vont impacter nos vies. Autour de Linky, effectivement, les gens sont inquiets sur des possibilités de surveillance, de tout ce qui se passe dans nos foyers. Mais d'un autre côté, et puis la disparition peut-être de certains métiers liés à la relève, des compteurs.
Ça, je serais beaucoup plus circonspect là-dessus. Mais d'un autre côté, c'est peut-être de nouveaux métiers qui apparaissent autour de vous proposer de nouveaux services de gestion de votre énergie, la manière de l'utiliser. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer à partir de ça. Mais par contre, on peut demander à ce qu'effectivement, un certain nombre de sécurité soit mise en place sur où sont les données, qui les utilisent, comment, est-ce qu'elles sont revendues, pas revendues, quels sont nos droits d'accès dessus. Donc c'est par exemple ce qu'il y a avec effectivement ces lois de la RGPD sur l'utilisation des données. Donc les évolutions sont là, mais il faut aussi les suivre et les encadrer. Oui, mais les GAFA, actuellement, ils sont en train de reprendre justement tous ces systèmes-là. Attendez, on voudrait peut-être poser une autre question. Bonsoir. Je ne sais pas comment on peut appeler l'analphabétisme numérique. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème aujourd'hui qui se pose quand on s'émeut de l'impact sur l'emploi? Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes un peu dépassés parce que l'intelligence artificielle, elle est partout. Nous la vivons. Mais pour travailler, vous l'avez dit, il y a des sociétés qui ne trouvent pas des candidats pour des postes qui sont déjà créés et qui vont encore se créer. Est-ce que ce n'est pas juste de l'analphabétisme numérique qui s'impose comme problème? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez dit l'intelligence artificielle ou bien l'algorithme, ça ne va pas travailler tout seul. Il faut la nourrir, c'est-à-dire avec des données. Mais alors, la responsabilité va se trouver à quel niveau? Donc, il y a des gens qui élèvent les robots. Est-ce que ce n'est pas à leur niveau que la déontologie va se poser? Si j'élève mon robot d'une certaine manière avec des données erronées, mais le robot, il n'a pas d'émotion. Il va réagir avec ce que je lui ai donné. Je ne sais pas si je veux. On va s'approcher. Non, ça va. Donc moi je vais répondre à la première question. Donc, alors je pense que l'analphabétisation numérique est effectivement un réel problème. Moi je m'intéresse aussi beaucoup aux questions hommes-femmes et la diversité donc, des genres dans l'emploi. Encore une fois aujourd'hui, alors c'est un chiffre monde, mais il y a un réel problème de l'accès aux outils numériques dans le monde. Et il se trouve que la plupart du temps, les outils numériques sont une fois de plus détenus par des hommes. Donc même quand on parle juste d'un téléphone mobile, en fait, alors c'est pas forcément le cas en France, mais dans beaucoup de pays dans le monde, ce sont les hommes qui le détiennent et qui ont l'obligeance de le prêter aux femmes. Donc quand on commence par ça, on a un vrai problème. C'est-à-dire que si la compétence pour rien que l'utilisation en fait d'outils numériques et pas uniquement de programmation qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais l'utilisation des outils numériques, c'est quelque chose qui va être critique. Encore une fois, quand je parle de mon exemple de machine à café, ça suppose que quelqu'un est censé pouvoir utiliser une application sur un téléphone, sur un terminal portable. Donc si ça, on est en train déjà de ne pas avoir une égalité d'accès à ces outils-là, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est effectivement que les cursus de formation, aujourd'hui, alors pour le coup en France, prennent très peu ça en ligne de mire. Donc moi j'ai 3 enfants, et il n'y en a pas un qui a appris à faire du code, et il y en a ma plus jeune a 10 ans et mon plus âgé a 17 ans. Il n'y en a pas un à qui on a appris à faire du code. Donc ça c'est un problème. C'est qui est-ce que c'est la responsabilité, comme ça, peut-être la mienne, mais l'éducation nationale devrait se pencher sur ce sujet-là. Moi j'ai une réponse
En ce qui concerne justement cette remarque sur le code, et ce qui correspond aussi à la question sur l'alphabétisme, la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin voilà, d'aller jusqu'au niveau du code? Parce que justement, l'intelligence artificielle, les interfaces, c'est que c'est des choses qui vous présentent une réalité plus simplifiée, et tout ce qui est difficile, tout ce qui est rebutant pour l'humain en termes de complexité est caché. Et plus on le cache, plus les gens sont aptes à devenir efficaces. C'est un peu le garage, le légiste maintenant, le mécanicien, il est juste là pour faire des grosses opérations, mais identifier les sous-systèmes, l'expertise, elle est dans les maladies électroniques qu'on branche. Et quelque part, c'est un progrès. Alors bien sûr, qui a écrit la machine, etc. Mais ça se pose même pour les spécialistes des gens qui font du code. C'est qu'on a de moins en moins besoin de gens qui font du code. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le problème. Parce que le code, c'est des couches. Donc vous avez du code de très très bas niveau qui est très simple, mais il en faut des quantités colossales. Pour simplifier, vous créez un langage. Et là, c'est plus un langage humain, c'est des langages de programmation. Et ils sont de plus en plus haut niveau, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent de plus en plus des langages de l'humain. Et donc, c'est des choses qui sont d'autant plus faciles à manipuler par des gens qui ne sont pas des spécialistes. Et ça leur permet d'avoir une compétence sur un champ, mais c'est un champ restreint, c'est pas une capacité universelle. Et ça, c'était le même problème quand il y a eu les voitures qui ont remplacé les chevaux. Au début, c'est les hommes qui conduisaient. Il y a très peu de femmes qui avaient les moyens de s'acheter une voiture, et puis même si la famille avait les moyens, celui qui a passé le permis et qui était derrière le volant, c'était l'homme, jusqu'à encore récemment. Donc ça vient petit à petit, mais les compétences, elles vont diffuser, et de toute façon, ce qui sera opérationnel, c'est-à-dire ça sera des compétences que la majorité des gens pourront déployer, acquérir. Et il y aura toujours une niche pour des experts qui seront, eux, capables d'aller programmer directement la machine. Il y a toujours quelqu'un qui est passionné de mécanique, qui est capable de démonter et remonter son moteur. Mais la majorité des gens qui utilisent des voitures professionnellement, ils connaissent le minimum. Ils mettent de l'essence, ils connaissent peut-être s'ils lèvent le capot une fois de temps en temps pour remettre un niveau, c'est tout. Oui, mais la grosse différence, c'est que la voiture, c'est quand même nous qui la conduisons. Et c'est pas elle qui va décider à un moment de nous emmener à A plutôt que B. Et là, le souci de l'intelligence artificielle, en tout cas la crainte, c'est de se dire que l'intelligence artificielle, alors qu'on voulait aller à A, va nous emmener à B. C'est peut-être un fantasme, hein, mais je pense que c'est une question. Donc un des éléments de réponse que je voulais fournir à la question qui a été posée va exactement dans le sens de Patrick, hein, c'est que les algorithmes et les intelligences font tout finalement pour faciliter l'accès au numérique. Progressivement, ça devient de plus en plus simple. Et j'irais en fait un cran plus loin, c'est qu'on pourrait se craindre non pas les problèmes d'illettrisme numérique, mais finalement le fait que l'on perd un certain nombre de nos compétences que l'on avait. Par exemple, l'utilisation de Google Maps et le fait qu'on sait peut-être moins se diriger avec des cartes comme on le faisait avant. Le fait de gérer sa mémoire en lisant et en retenant des informations comme on faisait avant, parce qu'on a toujours un moteur de recherche à portée de main. On peut multiplier comme ça un certain nombre d'exemples. Donc plutôt que de craindre finalement un manque de compétences numériques, peut-être qu'on pourrait s'inquiéter sur le fait qu'on est en train de perdre certaines autres compétences. Maintenant, il y avait une question sur les métiers, et je pense qu'Elsa avait répondu un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il y a une gamme de métiers qui sont à très haute compétence, mais qui représentent peut-être pas tant de personnes que ça, et il reste beaucoup de métiers que l'on appellerait peut-être manuels ou autres, mais en fait ce sont ces métiers-là qui nécessitent vraiment ce qu'on appelle l'intelligence générale, c'est-à-dire en fait de combiner toutes sortes d'expertise et de compétences, savoir conduire, savoir travailler le métal, savoir avoir une perception artistique, enfin toutes sortes d'éléments qui ensemble font que l'on est bon dans son métier. Et finalement, là où sont bons les algorithmes, c'est plutôt sur des points très précis. Vraiment, c'est spécialisé actuellement, c'est des intelligences spécialisées. Et dès qu'on sort un petit peu de ce cadre spécialisé, ça ne fonctionne plus. Et enfin, il y avait le dernier point sur les données, la responsabilité. Et en fait, ce sont des métiers qui commencent à émerger, c'est-à-dire une notion on va dire, de curateur d'ensemble de données, qui sont là pour organiser les données, les nettoyer, vérifier qu'il y a un certain nombre de propriétés, les anonymiser,
essayer de vérifier s'il n'y a pas de biais, tout ça. Et alors, ce qu'on peut mentionner juste là-dessus, c'est que pour faire ce travail-là, il y a des humains, mais de nouveau, les intelligences ou les algorithmes peuvent être utilisés pour aider sur ces tâches de préparation des données elles-mêmes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, quand on commence à parler justement d'éthique et de vérification de données, c'est qu'un ordinateur, on peut lui faire vérifier toutes les données qu'on veut, il est toujours capable de le faire. Par contre, ça a été prouvé. On ne peut pas écrire un programme qui va être capable, si on lui donne le texte de 2 programmes, dans tous les cas, quels que soient les programmes, de dire si les 2 programmes sont les mêmes ou pas. C'est impossible, ça a été prouvé mathématiquement, c'est assez surprenant. Ce qui fait que la preuve de programme, c'est quelque chose de très difficile. Alors on arrive, sous certaines contraintes, sous certaines conditions, pour certains types de programmes, arriver à écrire des programmes qui vont être capables de vérifier des programmes et dire oui, ces 2 programmes, ils font exactement la même chose. Mais on ne peut pas faire un programme qui soit universel, c'est-à-dire qu'on écrive ce programme et qu'on soit sûr que quels que soient les programmes qu'on lui donne, il soit toujours capable de dire si les 2 programmes sont les mêmes. Et certains types de programmes, c'est impossible et ça a été prouvé mathématiquement. Donc ça pose le problème de la vérification, parce que on ne peut pas le faire par un humain, parce qu'il y a trop de... C'est un océan dans lequel on se noie, et on ne peut même pas le confier de manière fiable à une machine, parce qu'on sait qu'il y a certains types ou certains algorithmes, on ne peut pas le prouver. C'est improuvable, c'est impossible. Et ça a été mathématiquement prouvé que c'est impossible. On va encore prendre une question, et puis après ça, je crois que je ferai une petite conclusion. Moi, je vends. Ça, c'est la proximité qui gagne. Oui, on n'a pas du tout parlé de la finance qui, je crois, les marchés financiers ont des comportements aberrants et complètement disproportionnés des fois. Est-ce que ce n'est pas une conséquence justement de l'impact de l'intelligence artificielle au sein des banques, puisqu'il y a de plus en plus d'ordinateurs qui prennent des décisions plutôt que des gens? J'ai mentionné cette histoire de trading à haute fréquence, hein, qui est vraiment le domaine d'application des algorithmes. Alors, est-ce qu'ils sont très intelligents? Je ne sais pas, en tout cas, ils utilisent des formules mathématiques, économiques, de maths financières. Ah non, le trading à haute fréquence représente l'immense majorité de toutes les transactions actuelles. Je suis même pas sûr. Et là, évidemment, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Donc les humains sont, par définition, hors de la course, hein, puisqu'ils n'auraient pas le temps de réagir. Et donc c'est vraiment le genre d'application où, moi j'aurais tendance à dire que ça devrait être interdit, mais où on devrait vraiment réguler au maximum. Et on a vu les résultats, c'est qu'effectivement, en appliquant des algorithmes qui sont finalement pas aussi intelligents que ça, et ben, on tombe sur des catastrophes et on peut, en l'espace de 10 minutes, avoir un crash boursier. Allez, encore une question là où Bonsoir. Moi, j'aurais bien aimé, s'il vous plaît, avoir votre éclairage sur la fuite d'informations, notamment par des réseaux sociaux et leur impact sur la vie démocratique, et notamment avec ce qui se passe aux États-Unis et le fait que le PDG de Facebook se retrouve devant le Parlement européen à justifier. Il avait l'air complètement d'ailleurs dépassé par sa propre invention, et ça pose un gros problème d'impact. J'ai l'impression que c'est un peu le meilleur et à la fois le pire. Cette intelligence qui n'est pas maîtrisée finalement. Je ne sais pas en fait ici sur ce cas particulier. Enfin, il y a vraiment des questions autour de la quantité d'informations et le côté sensible de ces informations au niveau des réseaux sociaux. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit l'intelligence artificielle qui soit derrière le problème, plus des capacités d'analyse de données et d'en tirer un certain nombre de conclusions d'une part, et puis de savoir jouer avec finalement ces médias pour pouvoir manipuler les populations. Mais finalement, je me demande si, quand les journaux se sont répandus à une certaine époque, les gens n'ont pas joué non plus avec le pouvoir des médias pour pouvoir influencer aussi des populations. Donc, je pense que c'est des scénarios qui peut-être se répètent, mais que là, effectivement, on avait quelque chose qui était jeune. Tout ça, ça se passe sur des durées qui sont extrêmement courtes, finalement, en quelques années. Des choses qui est un réseau social qui commence sur un campus étudiant et puis qui finit par réunir plusieurs milliards de personnes.
Évidemment, il y a des changements d'échelle qui n'ont pas été peut-être suffisamment anticipés par les gens qui sont derrière et puis par les pouvoirs législatifs de nos sociétés. Donc je pense que c'est plutôt ça le souci, plus que le côté intelligence artificielle. Je vais faire la même réponse et je conclurai juste avec une image. C'est le même problème avec la voiture. On a inventé la voiture, on a proposé la voiture, tout le monde a voulu une voiture. Et on s'est aperçu finalement que s'il y a tout le monde qui a une voiture, ça pollue trop et ça pourrit la planète. Mais ça, on n'en avait pas vraiment conscience jusqu'à maintenant. Et le problème que vous évoquez, c'est ça. On a donné à tous les citoyens le moyen de parler à tous les autres citoyens en même temps, avec Twitter, avec Facebook, et même mes enfants, ils se posent même pas la question, ah ben il y a WhatsApp, ah ben je veux avoir WhatsApp. Oui, mais tout ce que tu vas émettre, ça va passer, ça va être archivé par Google. Ah oui, mais je m'en fiche, tous mes copains ils ont ça, je veux ça, je vais pas plus loin. Et en fait, c'est ça. Et nous, on a fait pareil avec la voiture, et c'est un comportement humain. Après, l'intelligence artificielle, au contraire, elle va apporter des éléments de solution pour identifier, par exemple, des gens qui s'organisent sur un réseau et qui vont essayer de faire des envois massifs de fausses nouvelles pour biaiser les élections. On peut plus facilement les traquer et les identifier avec des moyens, justement, issus de l'intelligence artificielle. Je pense que juste sur juste là-dessus, en fait, le souci aussi, c'est que avec la nouvelle législation sur la protection des données, on se retrouve à finalement devoir donner son avis sur la gestion de nos données quasi toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que, quand on va sur un nouveau site, on bascule d'un site à un autre site. Et puis finalement, moi j'ai la même réaction que tout le monde, c'est que on accepte tout. C'est-à-dire qu'on dit, oui, oh là là, évidemment que j'accepte, j'ai besoin de cette info maintenant, donc j'accepte. Et donc notre trace numérique, alors, malheureusement c'est notre responsabilité. On nous donne la possibilité de refuser, et en définitive, on est tellement, je pense tous, je connais peu d'exceptions, on est tous tellement accros à cette immédiateté et l'accès à l'information que on n'est plus sous notre propre contrôle de nos données. Mais ça, c'est notre responsabilité, malheureusement. Je ne sais pas si on peut légiférer ça. Juste tout petit peu complément, je pense qu'autour de ces histoires-là, on va vers une course à l'armement. C'est-à-dire que les algorithmes aident les manipulateurs, c'est vrai, mais ils aident aussi la démocratie ou nous-mêmes à éventuellement identifier des manipulations et à nous protéger. Par exemple, nous, on est impliqués dans des projets où on fait de l'analyse de grandes quantités de tweets pour essayer de repérer des communautés. Et c'est exactement ce que l'on fait les manipulateurs, mais c'est aussi une manière d'identifier que finalement, dans un graphe de tout ce qui se passe de communication tweet, quelque part, il y a peut-être un noyau de comptes ou de personnes qui ont l'air de jouer un rôle d'influenceur, et on peut se poser des questions dans ces cas-là. Et ça, en fait, ça pose une question fondamentale sur le modèle de la société, parce que si on y réfléchit bien, cette histoire de données, c'est une question de confiance dans l'utilisation qui est faite de vos données par les gens qui les ont. Le CNRS, par exemple, vient de mettre en place un système où, en fait, ils ont pris un prestataire, où on va être, c'est les ressources humaines, on va pouvoir déposer tous nos documents sous forme électronique, c'est-à-dire chaque fois qu'on va préparer notre retraite ou on a besoin d'utiliser les ressources humaines, on ne va pas envoyer les documents à une personne, mais on va les déposer sur le site qui est une banque de données, sur le cloud, et même quand on ne sera plus au CNRS, et donc on sera redevenu des citoyens comme les autres, on pourra continuer d'utiliser ce compte et de l'utiliser comme une banque. Et en fait, c'est le problème de la banque. Je pense que la majorité d'entre vous, vous confiez vos sous à la banque. Ça ne vous pose aucun problème, parce que vous avez confiance dans les banques, parce que ça fait des centaines d'années que les banques existent, et on l'a intégré dans notre mécanisme. Mais à l'époque où les banques commençaient à exister, les gens ils stockaient leur trésor dans le jardin, ou sous leur lit, voilà, ou dans le matelas. Et la majorité des gens, quand on leur parlait des banques, ils étaient extrêmement douteux. Mais on a la même réaction maintenant vis-à-vis des sociétés. Et ça pose le problème du modèle économique, parce qu'à partir du moment où ce prestataire de service, le CNRS, nous garantit, nous dit oui, mais on a des contrats, ils vont garder vos données, etc. Mais c'est un opérateur qui suit les lois du marché économique s'il est racheté. Qu'est-ce qu'elles vont devenir mes données? Vendues.
La dernière question, cette fois, c'est vraiment la dernière. Oui, moi je suis plutôt content de tout ce que vous avez raconté, parce que si j'ai bien compris, l'avatar n'est pas pour demain, ni même à long terme, parce que finalement, derrière le mot intelligence artificielle, enfin, c'est surtout une aide à l'intelligence humaine que vous pouvez proposer. Ce sont des outils d'aide à l'intelligence humaine pour accélérer les calculs, pour donner des informations, stocker des informations, faire en sorte que sur un... Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, sur un sujet déterminé, on arrive à avoir des performances exceptionnelles. Ce que l'on n'arrive pas à faire, c'est une coordination sur un nombre de sujets tel que finalement, seule l'intelligence humaine arrive à faire. Bon, ben, merci, parce que l'avatar, c'est pas pour demain. En fait, c'était pas une question, c'était une partie de la conclusion que je m'apprêtais à faire. Merci. Oui, je crois qu'en fait, bon, on a vraiment balayé beaucoup de sujets. On n'a pas été à fond parce que c'est impossible, mais vous avez vu qu'il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes de morale, il y a des problèmes finalement de choix de société qui se posent. Effectivement, je crois que la crainte que nous soyons à la merci des robots super intelligents a été relativement bien dissipée ce soir, et qu'il faudrait mieux se préoccuper de problèmes plus immédiats, plus concrets, qui sont la législation, l'encadrement, ce qu'on fait de nos données, parce que, pour prendre un autre exemple, moi j'étais très choqué quand je voyais que Monsanto pouvait breveter au fond le vivant, et actuellement des sociétés vivent en vendant nos données personnelles. Donc je crois que les vrais problèmes se passent à ce niveau. Pour ne pas mentionner ce qui peut être fait avec la reconnaissance faciale, par exemple, où on arrive maintenant dans une foule à trouver quelqu'un, et si on va un tout petit peu plus loin, à ce moment-là, un drone peut l'exécuter. Donc en fait, on peut se trouver devant de nouvelles guerres et devant le risque de sociétés très dangereuses. Maintenant, bon, je vous remercie. Je voudrais juste mentionner une chose. Si parmi vous, certains sont intéressés au fond à participer, à réfléchir avec nous, à trouver organiser d'autres débats sur des sujets qui leur tiennent à cœur, et que nous pourrions les accueillir à ce moment-là, qu'ils se fassent connaître auprès de ceux d'entre nous qu'ils ont reconnus. Et donc maintenant, je voudrais vraiment remercier les intervenants, parce qu'ils ont été très divers dans leur approche. Moi, j'étais assez passionné par ce débat, et donc je les en remercie, et je vous remercie. Et donc, si vous voulez prendre un verre et discuter avec eux, c'est le moment.